sur la ressourcerie de l'écrivain où je vais vous proposer aujourd'hui un update lecture et visionnage sur la mythologie grecque. Le sujet étant tellement vaste, il y en aura sûrement d'autres, mais pas tout de suite. Je vais tout d'abord vous parler des grands mythes. C'est un documentaire qui date d'il y a quelques années. C'est une série documentaire en 3 saisons qui est terminée. Ça date de 2016, ça fait une quarantaine d'épisodes de 25 minutes, donc générique inclus, donc c'est assez court. Et dans la première saison, on va vous présenter en fait tout ce qui est cosmogonie au niveau de la mythologie grecque. C'est-à-dire comment le monde s'est construit, comment les tout premiers dieux, donc les titans, Gaïa, etc., sont nés et ont évolué. Et aussi la naissance et l'émergence des Olympiens après la titanomachie, à savoir la guerre contre les titans. Donc, dans la guerre contre les titans, les dieux olympiens ont gagné, ce qui a fait que c'était leur règne en fait par la suite. Les titans ont perdu, certains étaient du mauvais côté et ont été, ont été condamnés à être enfermés dans le Tartare, par exemple. Donc c'est une partie des enfers qui est la plus hostile et la moins ouverte, on va dire, et où il y a les créatures les plus dangereuses. Et d'autres titans, par contre, même s'ils ont fait des choses un petit peu répréhensibles, des choses un peu répréhensibles pour les dieux grecs, sont encore libres parce qu'ils ont une fonction particulière, comme par exemple Hélios, qui est quand même un petit peu... son boulot, c'est de traîner le soleil derrière lui avec son char tous les matins. Donc si Hélios il est au Tartare, il n'y a pas de jour. Donc première saison, on va dire, c'est la cosmogonie, c'est l'émergence de tout ça. Sur la deuxième saison, on va partir sur l'Iliade et la guerre de Troie. Donc la guerre de Troie, c'était, je vous fais un énorme résumé, c'était à l'origine en fait, Paris, un jeune héros grec, non il est troyen, pardon, il est troyen, il devait en fait désigner la plus belle des déesses parmi 3 femmes et lui offrir une pomme. Il y avait Aphrodite, la déesse de la beauté, Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, et Héra, la déesse du mariage de la famille. Pas de bol, Paris a choisi Hélène de Troie, qui était d'une beauté très réputée et qui était une mortelle. Et il l'a enlevée, en fait, bon, il y a eu tout plein de magouilles, mais il a fini par l'enlever à son mari, où elle l'a plus ou moins suivi. Ils se sont retranchés à Troie. Ménélas n'était pas très content de voir sa femme partie. Donc il est parti demander au grand roi Agamemnon, son frère, de préparer les troupes et hop, taillot à l'assaut de Troie. Donc il y avait beaucoup de héros dans cette guerre. Je vais vous citer les plus connus comme Ulysse et Achille, Patrocle du côté des Grecs, et à Troie, Hector notamment. Donc c'est une guerre qui a été très compliquée, qui a duré 10 ans, un siège qui a duré quand même 10 ans, parce que les dieux olympiens, eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Certains soutenant les Grecs et d'autres soutenant les Troyens. Donc c'était un bordel pas possible. Parmi les héros, qu'ils soient grecs ou troyens, il y en avait qui étaient d'ascendance divine ou d'ascendance titane, si ça se dit. Et bref, c'était un bordel pas possible. Et la guerre s'est achevée quand Ulysse a eu l'idée de fabriquer le cheval de Troie dans lequel une tripotée de soldats était, et que du coup un complice leur a ouvert et ils ont juste tout massacré à Troie et ont remporté la guerre. Mais ils ont massacré tout le monde, absolument tout le monde. Ils ont rasé Troie. La saison 3, on est toujours chez Ulysse, mais du côté de l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est le voyage de retour d'Ulysse jusqu'à Ithaque. Sachant qu'il s'est payé 10 ans de siège avant.
10 ans de siège et de bataille. Alors, Ulysse, il va mettre très longtemps, je crois qu'il remet 10-12 ans encore à retourner chez lui. Il va lui arriver pas mal de bricoles au passage, et notamment de se fâcher très fort avec Poséidon, parce qu'à un moment, comme il crevait un peu la dalle, ils se sont arrêtés sur une île où vivait Polyphème, si je ne me trompe pas, le cyclope, qui était le fils de Poséidon. Polyphème n'était pas très content qu'on lui ait bouffé quelques-uns de ses moutons, donc il s'est mis à manger quelques-uns des compagnons d'Ulysse. Ulysse a fini par l'aveugler, donc elle lui a crevé l'œil. Ils ont réussi à s'enfuir, mais Poséidon, dieu des mers et ébranleur de la terre, il n'était pas content, donc Ulysse et ses compagnons se sont tapés des mers où il y avait soit des tempêtes pas possibles qui allaient les emmener très loin de leur route, soit ils ont failli se faire bouffer par le monstre Scylla ou être emportés dans le tourbillon Charybde, de Charybde dans Scylla. Et c'est donc un voyage qui a été très long, très éprouvant, et il me semble bien qu'Ulysse est le seul de tous ses compagnons, ils étaient plusieurs quand même, plusieurs sur plusieurs bateaux, il est le seul à rentrer à Ithaque. Et donc l'Iliade et l'Odyssée, si vous avez envie de les lire, c'est Homère qui les a écrits. Moi je les ai écoutés en livre audio, là je suis repartie à les écouter, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Mais les grands mythes, le grand avantage des grands mythes, c'est qu'il y a donc déjà c'est une production et une narration de François Bunel. Donc ça vous dit peut-être rien au niveau du nom, mais quand vous allez l'écouter, vous allez reconnaître sa voix. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait auparavant, mais moi, sa voix, je la connais. C'est illustré, je ne sais pas par qui, par contre, je regarderai. Je vais vous mettre quelques petites images si j'ai le droit par rapport au droit d'auteur et je vous mettrai en barre d'infos qui c'est qui a fait les illustrations modernes du documentaire parce qu'elles sont quand même magnifiques. Ça retravaille l'art grec, en fait, c'est la représentation de l'art grec antique. Ce qu'on voyait sur les poteries, ce qu'on pouvait voir sur des mosaïques, sur des murs, sur des sculptures également. Et au passage aussi, le truc que je trouve très intéressant, c'est tout en narrant l'histoire qui est illustrée du coup par un illustrateur ou un animateur en fait d'aujourd'hui. Ils vont nous présenter aussi donc ces fameux vases antiques ou des sculptures antiques ou des peintures qui sont plus récentes mais inspirées de l'Antiquité. C'est des trucs qu'on connaît aussi. Visuellement, on a déjà vu passer ça quelque part. Et bref, les grands mythes, c'est vraiment un très bon moyen de mettre le pied dans la mythologie grecque sans se taper... Il y a tellement de sources au niveau de la mythologie grecque, donc de sources antiques et plus récentes ensuite, que, en fait, moi, personnellement, je ne sais pas par où commencer. Donc j'ai écouté en livre audio l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, j'ai pu lire à droite à gauche quelques trucs comme ça, mais au final, sinon, si j'ai envie de lire sur la mythologie grecque, ça va être Wikipédia ou des encyclopédies sur la mythologie grecque. Et les grands mythes, c'est un très très bon moyen de vulgariser en fait tout ça et de rassembler tout un corpus énorme de mythes sur tel héros, sur tel héros qui fait par exemple partie de l'histoire d'Ulysse. C'est vraiment très habile, c'est hyper compréhensible, c'est très beau, je vous le conseille vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'Antigone d'Anouilh. Monsieur Anouilh, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre, dont Antigone. Et donc je ne peux pas vous le présenter Antigone d'Anouilh parce que je l'ai lu en numérique, donc je vais vous mettre une image. L'image de mon édition, de mon bouquin qui est quelque part dans une autre étagère, je ne sais pas où, je ne l'ai pas retrouvé. Et Antigone, c'est pas la guerre de Troie. Alors, je vais vous faire un gros résumé aussi de qui est Antigone. Antigone, c'est la fille d'Œdipe.
Complexe d'Oedipe, ça dit peut-être quelque chose. Donc, Oedipe était le fils de Jocaste et de je ne sais plus qui était un roi. Et quand Oedipe était tout petit, je me demande si c'est pas Tirésias d'ailleurs, enfin un devin a prévenu le roi que son fils finirait par le tuer. Donc le roi, pour éviter ce destin-là, a demandé à un berger d'aller l'abandonner ou le buter quelque part dans les montagnes. Sauf que le berger n'a pas pu s'y résoudre et il a réussi à le faire adopter à une famille assez éloignée du palais, etc. Et Oedipe est élevé par cette famille et grandit en ne sachant pas qui il est. Donc tout ça, ça se passe avant la pièce de théâtre. Et une des grandes choses en fait dans la mythologie grecque, c'est que le destin, si un devin ou les parcs, oui c'est les parcs, hein, c'est pas les nornes ou c'est les moires, j'ai un doute, c'est peut-être les moires, j'ai un petit doute. Si les divinités du destin, donc celles qui filent, qui mesurent et qui coupent le fil de la destinée, ont délivré une prophétie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va vous arriver. Ça arrive toujours. Les dieux même sont soumis au destin et à ces trois sœurs, je crois que c'est les moires, je crois que c'est les moires, je sais plus. Du coup, Oedipe, il finit par retourner dans sa ville, je crois que c'est Thèbes, j'ai un doute, hein, je dis peut-être des bêtises. Il finit par retourner à sa ville, il se fait agresser par un vieil homme qui est sur un char avec un domestique. Le vieil homme est très agressif, Oedipe se défend, Oedipe le bute et il ne le sait pas mais il a tué le roi. Je ne sais plus comment exactement non plus, mais il va finir par retrouver Jocaste, avec qui il va se marier et il va régner. Ils vont avoir des enfants. Il y a Polynice et Éthéocle, si je ne me trompe pas, donc les deux garçons, et Ismène et Antigone. Antigone, je crois que c'est la troisième et Ismène c'est la plus jeune, il me semble. Ça n'a pas une importance phénoménale. Et Oedipe va finir par comprendre en fait qu'il a tué son père et épousé sa mère. Et ne supportant pas cette destinée, il se crève les yeux. Donc tout ça, c'est avant la pièce dont je dois vous parler. Oedipe a bien été... il a bien régné sur Thèbes à la suite de son père. Il a appris ensuite donc, sa relation incestueuse avec sa mère et le fait qu'il ait tué son père. Il s'est crevé les yeux, il est parti en exil en fait, il s'est exilé de lui-même et Jocaste s'est suicidé. Donc je vous préviens, Antigone c'est c'est de la tragédie. Hein. Donc j'aurais une petite envie de vous dire tout le monde meurt à la fin. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que l'histoire d'Antigone, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, c'est une histoire de guerre de succession pour le trône de Thèbes entre Éthéocle et Polynice, qui sont les deux fils d'Oedipe. Ils avaient convenu, il me semble, de faire une garde alternée du trône 1 an chacun, sauf qu'il y en a un qui a fait 1 an et qui a refusé de le rendre, donc boum, c'est parti en guerre, ils se sont entretués, et c'était la grosse merdouille. Là-dessus, Créon, le frère de Jocaste, ramasse un des cadavres de ses neveux, et dit l'autre c'est un méchant, on le laisse pourrir, on ne lui rend pas les rituels funéraires et on le laisse pourrir. C'est fini. Créon monte sur le trône de Thèbes. Et Antigone en fait. Antigone qui est dépeinte comme une... Antigone c'est un personnage qui me touche énormément. Elle est dépeinte comme une jeune fille en fait qui est très discrète, pas très jolie, pas à se la ramener en fait. Alors que sa sœur Ismène, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est très beau, quelqu'un qui est dans le charme, quelqu'un qui est très sociable. Antigone ne l'est pas du tout. Et Antigone, elle va refuser en fait de laisser pourrir son frère.
Et alors que le corps de son frère, il est sous bonne garde, elle s'enfuit, elle va le recouvrir. Elle se fait gauler. Je crois que ça ne monte pas tout de suite aux oreilles de... Si, ça monte tout de suite aux oreilles de Créon, qui lui dit « Attention », elle recommence. Créon, son autorité de roi est remise en cause. Une décision royale est remise en cause. Il ne peut pas laisser passer ça. Et je ne vais pas vous raconter la fin, mais bon, c'est une tragédie, ça finit mal. Le truc qui est très intéressant en fait dans cette pièce de théâtre de Jean Anouilh, qui est, il y a aussi Antigone de Sophocle, je vous en parlerai quand je le lirai. Ce qui est très intéressant, c'est en fait chacun a raison. Parce que Antigone, elle ne peut pas laisser son frère pourrir. Parce que si son frère reste pourrir dans le sable, son âme va errer. Son âme ne va pas aller dans les enfers. Créon, il a raison de dire non. De dire t'as pas le droit de faire ça. Parce que Créon, il vient d'arriver sur un trône où c'est un siège éjectable en gros. Parce que... Juste, les deux rois d'avant se sont foutus sur la gueule jusqu'à s'entretuer. Celui d'avant encore, il a tué son père et épousé sa mère. Donc, c'est pas très stable. Créon, sur un plan politique, il a besoin d'asseoir son autorité. Il a besoin de se faire respecter. Et c'est sa nièce, qui est une toute petite, une petite nénette adolescente qui aime son propre fils. Il me semble bien que Aimon est le fils de Créon. Elle est amoureuse. Ils doivent se marier. Créon, il est obligé d'asseoir son autorité. Et Antigone, elle ne démord pas. Donc évidemment, ça va pas bien finir. Mais pas du tout. Et Antigone, c'est juste magnifique. C'est vraiment des mots d'aujourd'hui. Enfin non, des mots d'aujourd'hui, je vais mettre une nuance, c'est des mots d'il y a 80 ans, à peu près. Donc vous voyez, ça va pas être tout à fait... C'est pas un langage qui est forcément châtié, c'est pas un langage qui est courant non plus, comme on parle ensemble dans la rue ou à la machine à café. C'est un langage qui est simple, qui ne veut pas se la raconter. C'est... Qui que ce soit, n'importe quel interlocuteur en fait, que ce soit les gardes qui jouent aux cartes ou le roi, le langage est accessible à tout le monde. Je déconseillerais peut-être quand même la lecture d'Antigone aux gens qui vont pas très bien ces temps-ci, parce que c'est un coup à se retrouver à pleurer comme pas possible à la fin. Mais la plume est vraiment magnifique. Et je sais que lire du théâtre, ça peut vous sembler chiant parce qu'il y a les didascalies, les petits machins, tout ça. Il y a très très peu de didascalies dans Antigone d'Anouilh. Elles sont même très belles. Il n'y a rien de vraiment descriptif sur qui c'est qui rentre dans la pièce, les éléments de décor et tout ça. C'est ultra sobre. Donc c'est quasiment que des lignes de dialogue brutes. Et c'est vraiment très très beau. Je vous conseille vraiment vraiment de le lire. Je vais très certainement aussi lire d'autres... Ce que j'ai vu que Jean Anouilh a écrit énormément de pièces de théâtre. Et j'ai découvert dans ma bibliothèque que j'ai Médée. Donc Médée, c'est sur ma palle pour la prochaine fois. Alors, histoire suivante. Je vous nomme juste Percy Jackson parce que quand cette vidéo-là sera publiée, en fait, j'ai fait une vidéo sur Percy Jackson. Donc je nomme juste Percy Jackson, fils d'un dieu. Dans un monde contemporain, il découvre qu'en fait, il est le fils d'un dieu grec, mineur ou majeur. Je vous le dis pas, mais on le sait très rapidement. Il y a des indices qui sont assez énormes. Enfin, c'est assez difficile de les louper. Percy, du coup, il se retrouve au camp des Sans-Mêlés, si je ne me trompe pas, ou la colonie des Sans-Mêlés, où il doit être protégé, mais il lui arrive plein de tuiles. C'est un garçon qui a 12 ans, qui en veut à fond, qui est courageux, il n'a pas peur, il se laisse pas impressionner. Il y va.
et c'est très très joli. C'est un bouquin qui est accessible, il conseille à partir de 12 ans, moi je dis mais complètement à partir de, waouh, quelqu'un à partir du même CM2, 6e. Il y a des moments un petit peu tristes, mais enfin c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Je ne m'attarde pas plus, je viens d'en parler. Ensuite, je vais toujours pas vous le montrer, mais je vais essayer de vous mettre des images parce que je vais vous parler de Laure Olympus et j'ai mangé le nom de son auteur. Laure Olympus, c'est Rachel Smith avec un E, je sais pas comment ça se dit. Laure Olympus, on est sur du roman graphique. À l'origine, c'est un webtoon, c'est là que je l'ai lu. Il y a, il me semble pour le moment, 3 volumes de comics, romans graphiques en fait, qui sont sortis. Mais donc c'est bien disponible sur Webtoon gratuitement. Je pense qu'il y en a à peu près pour 5 volumes sur Webtoon. Et le 3e volume vient de sortir en France, donc c'est traduit. Laure Olympus, ça parle de quoi? Ça parle du mythe d'Hadès et Perséphone. Hadès est le dieu des enfers, Perséphone est la jeune déesse du printemps. Oui, du printemps, j'ai hésité. Hadès est le frère de Zeus et de Poséidon, c'est le petit trio de tête. Et Perséphone est la fille de Déméter. Déméter est une déesse qui fait partie aussi qui est la déesse de la culture, enfin de tout ce qui est vert, quoi, qui pousse. Et Déméter est sa fille unique. Dans la mythologie, alors, je sais pas trop si Hadès l'a enlevée, si elle était plus ou moins d'accord, mais bref, elle se retrouve aux enfers et sa mère pète un scandale, en gros, Déméter. Et dans je vais rester là-dessus sur... en fait, dans le mythe, il y a... Dans le mythe d'Hadès et Perséphone, à un moment, en fait, Déméter, elle tape tellement du poing envers Zeus pour récupérer sa fille, qu'il est convenu, il me semble, qu'elle passe l'automne et l'hiver aux enfers, que Perséphone passe l'automne et l'hiver aux enfers, et le printemps et l'été sur la terre, et du coup avec sa mère. Et donc Perséphone, qui est une déesse du printemps, devient aussi la reine des enfers. Ça, c'est à gros traits le mythe. Dans Laure Olympus de Rachel Smith, on retrouve du coup ce que je vous ai raconté, sauf que c'est dans un contexte contemporain. Je peux vous le dire parce que on le sait très rapidement, tous les dieux grecs, les titans, les nymphes, etc., vivent dans un monde contemporain. Donc il y a des bâtiments, des téléphones, Internet, Facebook, des trucs comme ça. Et les humains, ils vivent au moment de l'Antiquité, avec les temples avec des colonnes, ils gardent des moutons, ils cultivent leurs terres, etc. Et alors déjà le trait de crayon, c'est assez rare en fait que j'aime. Je suis très difficile en fait au niveau graphique. C'est pour ça que je lis pas beaucoup de BD et ni de romans graphiques, je pense. Et donc Laure Olympus, en fait, Perséphone, elle est dépeinte comme une jeune étudiante de 19 ans, donc une jeune déesse qui est encore en fait dans la découverte de ses pouvoirs, dans leur contrôle, etc. Et Hadès, il a déjà quand même quelques centaines ou milliers d'années et ça fait un moment qu'il est aux enfers et il gère ça comme une grosse entreprise, comme une multinationale. Parce que les enfers, ça tourne. Je pense qu'il bosse un peu plus que Poséidon et que Zeus. Hadès, c'est un mec un petit peu blasé, il a une maîtresse, mais des fois oui, des fois non, elle est un peu compliquée elle aussi. Et en fait, quand il rencontre Perséphone à une soirée, et là, coup de foudre. Et il y a toute une relation qui va se développer entre eux, où ils vont vraiment tomber amoureux l'un de l'autre. Leur couple est absolument magnifique, leur histoire est superbe. Et Rachel Smith, on voit vraiment qu'elle a fait du travail de recherche parce que elle va faire intervenir à peu près tout le panthéon grec dans son histoire.
Et comme vous le savez sûrement, en fait, au niveau des mythes, il y a souvent plusieurs versions d'un même mythe. Donc des unions qui sont différentes, des enfants qui sont différents, enfin qui sont présents dans des mythes et pas dans d'autres, etc. Et Rachel Smith, elle a fait des choix. Et elle a fait des choix qui sont vraiment pertinents. Et il va y avoir, en fait, comme ça se passe dans un contexte contemporain, je trouve qu'on est moins éloigné en lisant par exemple l'Iliade ou l'Odyssée, enfin en l'écoutant en livre audio, je trouvais ça beau à écouter, mais on va dire sur le plan émotionnel, je suis un petit peu plus, je suis un peu plus éloignée en fait. Je suis pas forcément en empathie avec les personnages. Dans le Olympus, vous allez être à fond en empathie avec les personnages. Et en maniant en fait tous ces mythes-là, elle va aborder des thématiques qui sont contemporaines, certaines qui contemporaines mais même de tout temps parce que ça existait déjà depuis. Ça va parler de violence sexuelle, d'agression sexuelle, de manipulation. Il y a des relations abusives, donc je vous rassure de suite, ce n'est pas la relation entre Hadès et Perséphone. Bien au contraire. Il y a pas mal de dangers. On a donc on a une jeune déesse qui ne maîtrise pas ses pouvoirs et qui va se retrouver souvent face à quelque chose qui est plus grand, plus puissant qu'elle, ne serait-ce qu'Hadès. Et en fait, il y a aussi toute une histoire autour de la quête d'identité pour Perséphone euh, qui a plusieurs facettes. Je dis pas que on n'est pas sur du trouble de la personnalité ou des multiples personnalités. C'est elle a plusieurs facettes. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle en a sous le capot en fait en termes de puissance. Et c'est absolument magnifique. C'est quelque chose qui est toujours en cours. C'est présent sur Webtoon. C'est là que je le lis. Vous pouvez le lire en français sur Webtoon, à la fois sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Vous pouvez vous abonner, je vous conseille très fortement. Et je vous conseille très fortement de faire comme moi et d'envisager d'acheter les romans graphiques, un de ces quatre. Parce que, moi, clairement, c'est vraiment c'est un autre coup de cœur aussi, cette histoire. Hadès et Perséphone, c'est une très belle histoire déjà. Et l'or Olympus de Rachel Smith, c'est juste parfait. Question suivante. Le livre physique. Je vais vous montrer mon bébé que j'ai fini aujourd'hui. Je vous parle de Circé. Je remets mon petit écran pour voir ce que je fais. Je vous parle de Circé de Madeline Miller. C'est le deuxième livre de Madeline Miller qui a sorti avant Le Chant d'Achille qui a remporté un sacré succès et qui a remporté des prix. Et elle a également sorti, il me semble en poche, Galatea sur Galatée. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne me souviens plus de. Enfin, Le Chant d'Achille, je l'ai, c'est prévu que je le lise. Galatea, je ne l'ai pas encore acheté. Et je ne me souviens plus du résumé. Je suis en train de mourir de chaud. Alors, Circé et Le Chant d'Achille d'ailleurs. C'est une illustration de Pauline Rico. Je trouve juste magnifique. Pauline Rico, vous faites du travail formidable. Et ça va derrière aussi également. Donc c'est un poche, ça coûte 8,50 €. C'est traduit de l'anglais États-Unis par Christine Hocher. Donc texte intégral. Et c'est chez Pocket. C'est pas le livre 2, non, c'est un poche. Je vous lis le 4e. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère étonne, détonne, on l'a dit sorcière, parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste, parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service ? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse.
Alors, les critiques sont plus ou moins dithyrambiques. On a par exemple un charme absolument envoûtant du monde des livres. La librairie Vivement Dimanche à Lyon 4e, Madeleine Miller dépoussière la mythologie grecque avec une écriture moderne et c'est un très grand plaisir de lecture. Elle réussit un portrait de femme magnifique et fait de Circé une héroïne indépendante, libre et courageuse. Comme toutes les figures mythologiques archétypales, beaucoup de femmes pourront se reconnaître en elle. Je viens de le lire, j'ai lu à peu près en 3 jours. Je m'y suis pris à plusieurs fois pour le lire parce que je pense que j'avais juste pas envie de le lire au moment où j'ai commencé les fois précédentes. Donc c'est vraiment pas parce que j'aimais pas. Et c'est une lecture que j'ai adorée. Rien que la première phrase, elle vous met dedans. Mais quelque chose de bien. Je vous dis juste la première phrase. Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ça, c'est un incipit qui pète la baraque, qui explose la baraque. J'avais pris quelques petites notes au niveau des citations, je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, pour exprimer un petit peu comment un dieu peut se comporter dans le monde, il pensait que le monde s'agençait naturellement pour le satisfaire. Tout simplement. Sous la surface lisse et familière des choses, il en existe une autre, qui attend, pour déchirer le monde en deux. La sorcellerie ne s'apprend pas, on la trouve soi-même ou pas. Je ne laissais aucune empreinte, je n'accomplissais rien. Tu m'as jeté en pâture aux corbeaux, mais il se trouve que je les préfère à toi. Par rapport aussi au rapport justement à la relation entre les dieux et les mortels. Donc on a des dieux qui ne meurent pas. L'éternité c'est long. Je pense que déjà vivre 100 ans c'est long, mais vivre 10 000 ans c'est très très long. De tous les mortels sur terre, rares sont ceux dont les dieux entendent jamais parler. Il faut considérer l'aspect pratique. Le temps que nous apprenions leur nom, ils sont déjà morts. Il faut qu'ils soient des météores pour retenir notre attention. Une phrase qui caractérise, enfin un petit échange qui caractérise énormément Circé. Circé dit « Je ne pourrais pas supporter ce monde un instant de plus ». Et quelqu'un lui répond « Alors, fabrique-en un autre, mon enfant ». Circé, c'est vraiment... Là, je trouve aussi qu'on est en plein dans la quête identitaire. Mais je vous ai pas dit du coup, Circé. Qu'est-ce que c'est son histoire? Parce que là, c'était pas très clair ce résumé. Alors, Circé, elle fait partie notamment de l'Odyssée d'Ulysse, donc le retour d'Ulysse et de ses compagnons de Troie à Ithaque. Circé est une déesse mineure. Pour moi d'ailleurs, c'est pas du tout la fille d'une mortelle. Hein. Bah, je crois pas. Circé est la fille de Hélios, le titan qui tire le soleil avec son char. Donc Hélios, il est très puissant. Il fait partie des titans qui ne sont pas prisonniers du Tartare. Donc il faut qu'Hélios s'entende bien avec Zeus, parce que c'est Zeus qui décide, clairement. Circé a fait plusieurs conneries. Et surtout, Circé, elle l'a ramené. Et par rapport à ces bêtises qu'elle a pu faire, je vous dis pas quoi parce que vous allez le découvrir. Elle a été exilée sur une île où elle devait rester en fait en exil pour l'éternité. C'est long. Circé, c'est une déesse qui a peu de pouvoir, mais qui va en fait en partant pour son île se découvrir sorcière. Parce qu'en fait, des fruits des amours de son père Hélios et de sa mère, dont j'ai oublié le nom, ils naissent une dizaine d'enfants, dont 4 sont pourvus de sorcellerie, pourvus de pouvoirs magiques. Donc capables de faire des potions, de modeler le monde à leur envie, etc.
Et Circé, elle a toujours voulu essayer de rentrer dans la case en fait qu'on lui réservait, à savoir la case d'une déesse mineure, donc pas grand-chose. Éventuellement un bon mariage avec un mortel un peu brillant, mais pas grand-chose de plus. Et en fait, cet exil, elle va l'embrasser. Parce que ça va lui permettre de se découvrir, donc d'en apprendre beaucoup plus sur son identité, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut, et surtout de faire un gros fuck à ceux qui l'ont exilée, parce qu'en fait, elle va adorer son exil. C'est une déesse qui est proche des hommes, des humains, des mortels, qui a pu plusieurs fois en fait les aider. Parfois ça se passe bien avec eux et elle a pu être menacée également. Le livre n'est pas très clair sur... je pense qu'il y a une agression sexuelle. Je ne pense pas que ça aille au-delà. C'était le démarrage, on va dire, que Circé a subi. Et à la suite de ça, parce que donc elle a aidé des naufragés et que en échange elle se fait agresser. À la suite de ça, Circé, dès que quelqu'un met le pied sur son île, un mortel, elle le transforme en porc et elle les range dans son enclos. Mais quand Ulysse arrive, Ulysse est au courant parce qu'Ulysse il est un petit peu chaperonné par Athéna. Et on va au travers de ce roman dont la langue est vraiment magnifique, la plume est vraiment superbe, on va voir pas mal de figures connues. Donc il y a déjà le destin des parents de Circé, de quelques-uns de ses frères et sœurs. On va rencontrer Dédale. Donc Dédale, si ça vous dit quelque chose, Dédale, c'est celui qui a créé le labyrinthe pour contenir le Minotaure. Et le Minotaure est le fils de Pasiphae, qui est la sœur de Circé. C'est bon, vous l'avez ? Vous voyez, en fait, ce qui est compliqué au niveau des mythes, c'est qu'il y a tellement de petits bouts épars partout que c'est pas évident d'avoir une vision d'ensemble et de retenir cette vision d'ensemble. Et par contre, Madeline Miller, elle arrive à le faire, tout comme Rachel Smith dont je vous ai parlé avant. Parce qu'il y a plein d'histoires. Et Circé, il y a l'histoire qu'elle vit et il y a les histoires qu'on lui rapporte, notamment par Dédale, par Ulysse, par Hermès. Et je vois pas vraiment le côté féministe en fait là-dedans. Pour moi, c'est vraiment un personnage qui n'avait pas de place parce que Hélios, il a 10 enfants avec son épouse, mais il en a eu d'autres avant, il en aura d'autres après, des épouses et des enfants, donc c'est un enfant parmi plein d'autres. C'est un enfant qui n'est pas particulièrement brillant. Elle essaye de complaire, mais sans vraiment y arriver, sans y mettre de la volonté non plus. Et quand on la rejette, en fait, c'est là qu'elle elle prend sa vie en main. Elle finit par prendre sa vie en main, vraiment. Et je vois pas en fait une femme opprimée ou quoi que ce soit, parce que ça aurait pu arriver aussi à un dieu mineur ou à un héros, ça aurait pu arriver à un homme, même l'agression. Sauf que Circé, elle lâche rien. Et ça, c'est absolument génial. C'est un personnage qui est tenace, c'est un personnage qui en veut, et qui est très seul, qui a du mal en fait à connaître ses besoins et donc à satisfaire ses besoins, notamment de sociabilité. Mais c'est une histoire magnifique. Et c'est typiquement ce genre de livre, Circé de Madeline Miller, qui me donne envie de replonger dans la mythologie. J'avais fait 3 mois un petit peu intenses en janvier, février, mars. J'ai fait une petite pause et puis là c'est reparti. Et donc à bientôt pour le chant d'Achille. Donc comme vous le voyez, je vous ai proposé je vais essayer de vous proposer comme ça des updates lecture, mais aussi visionnage, parce que même si pour le moment il n'y a pas grand chose, voire rien
en termes de séries télé, de documentaires, de livres audio, enfin d'autres supports que papier ou e-book. J'ai envie de vous proposer aussi un truc qui soit un petit peu multiformat. Et cette update lecture de visionnage sur la mythologie grecque se termine du coup. Et le sujet est tellement vaste que je vais vous en refaire de temps en temps. De temps en temps. Donc dans le prochain, il y aura par exemple Médée de Jean Anouilh. Il y aura Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Je vous remettrai pas Galatea si je l'ai lu parce que je trouve, c'est sympa d'apporter un peu de diversité. Mais il y aura peut-être un peu de Sophocle, on verra. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres ou ce documentaire, si vous les avez déjà lus, si ça vous donne pas envie du tout non plus. Si vous avez des suggestions de lecture ou de visionnage, notamment au niveau antiquité, et la Claire me le dira. Mais donc voilà. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de parler de tout ça. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, etc. Rêvez tout plein, d'Ulysse qui voyage sur des mers déchaînées. À bientôt!